Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la très grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Franck Natier, fondateur de la Forêt Nourricière, chercheur en phytosociologie des plantes et en synergies humaines. Bonjour Franck, Salut Benjamin, merci d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené toi à t'intéresser aux plantes, à la phytosociologie des plantes et qu'est-ce qui t'a mené sur ce chemin? C'est une vaste question. Moi, je suis dyslexique. Donc petit, c'était échec scolaire. J'étais plutôt manuel. J'ai commencé ma vie en tant que tailleur de pierre sculpteur. Et je me souviens très bien sur les cathédrales de me dire, merde, t'es en train de restaurer des vieux monuments historiques qui sont vraiment pas importants pour les générations futures, alors qu'on est en train de déglinguer toute la planète et que visiblement tout le monde s'en fout. Donc j'avais vraiment un espèce de besoin de parler au monde, en fait, je voulais changer le monde. Au fond de mon cœur, vraiment, je sentais un élan de vouloir changer le monde. Et j'ai cherché vraiment plein de pistes. Donc je me suis intéressé dans les années de 95 des années 2000, je m'intéressais à la bio, à la biodynamie, à l'éco-construction, à tous les sujets qui nous permettaient de nous réautonomiser. Et puis c'est dans les années 2000 que j'ai découvert la permaculture. Et la permaculture englobant à peu près tous les sujets des besoins fondamentaux humains, donc que ce soit la transmission du savoir, l'économie, la production alimentaire, l'éco-construction. Voilà, ça abordait en fait tout un tas de sujets connexes que j'étudiais de manière éclatée. Et là, la permaculture rassemblait tout dans un concept global et dans une méthodologie de conception que j'ai trouvé vraiment géniale. Enfin, l'approche de Bill Mollison, David Holmgren, c'est à mes yeux le seul concept sur Terre qui permette à l'humanité en fait de pouvoir vivre plus longtemps sur cette planète. Parce que là, à la vitesse à laquelle on détruit les écosystèmes, il nous reste à peu près une soixantaine d'années, 70 à 100 ans en fait, avant d'avoir détruit définitivement en fait les écosystèmes. Donc voilà, c'est un petit peu ça, un mal-être profond à vivre en tant que parasite de la société de consommation qui se pose pas de questions. Enfin, je me souviens déjà à 20 ans en fait d'avoir des discussions avec mes potes et de dire mais encore, mais si on était heureux, enfin, je veux dire qu'on déglingue tout, qu'on bousille tout comme ça encore, si on était heureux et que c'était vraiment, mais on n'est pas heureux, on est malheureux dans ce système à la con et et je me souviens de mes potes parisiens qui me disaient ouais non mais c'est vrai t'as raison mais en fait qu'est-ce qu'on peut faire quoi. Et pendant longtemps, j'ai voulu changer les autres et j'avais vraiment envie d'impacter les autres. Et après, par force d'expérience, je me suis rendu compte que le meilleur moyen d'impacter les autres, c'était de s'occuper de ses propres oignons, en fait. Que, comme on dit, on fait pas boire un âne qui a pas soif, on tire pas sur les carottes pour les faire pousser plus vite, que les gens, on pouvait pas les forcer à avoir conscience. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était déjà être inspiré par des gens, donc suivre la voie de ceux qui ont déjà montré la voie. Ensuite, être inspirant pour les autres, donc montrer la voie aux autres. Et on va dire qui même me suivent, quoi. Et petit à petit, ça a été vraiment une religion pour moi de plus vouloir convaincre personne, de laisser les gens. Vous êtes pas convaincus, c'est pas grave, c'est pas à moi de vous parler. Moi, je parle aux gens qui sont déjà convaincus, qui veulent aller plus loin. Et donc, bah voilà, c'est le fait d'aborder un peu tous les sujets de la permaculture qui m'a amené à m'intéresser aux plantes sauvages comestibles, aux plantes bio-indicatrices avec Gérard Ducerf, ensuite au concept de jardin-forêt avec Steve Page, qui était le pionnier en France, qui est le premier en France à avoir fait un jardin-forêt dans les années 90. Euh, et puis voilà, puis j'étais boire un peu à toutes les fontaines. Vu que j'étais pas anglais, j'avais une espèce de complexe par rapport au fait que la permaculture elle venait de chez les anglo-saxons et que j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, qu'il me manquait un pan énorme en fait que je savais pas. Et puis c'est à force de faire des recherches tout seul et puis petit à petit de commencer à mieux comprendre l'anglais et puis à traduire quelques trucs que je me suis rendu compte que les Anglais finalement ils n'avaient pas grand-chose à nous apprendre et que sur les recherches sur les jardins-forêts, bah en fait je me retrouvais un peu pionnier. On était trois en France à l'époque avec Nicolas Pézeril et comment il s'appelle et Eric Escoffier en fait à être spécialiste des jardins-forêts dans les années 2000, enfin 2005, de 2005 à 2010 quoi. On était grosso modo on était trois à faire des recherches sur ce sujet et que
et que ben, moi, de mon côté, je découvrais tout un tas de choses. Enfin, je remettais tout un tas de concepts que j'avais appris, hein, comme faut mettre des arbres fixateurs d'azote, tout un tas de trucs comme ça qui sont un peu religieux, qui viennent de la permaculture, et qu'on a tendance à appliquer bêtement sans réfléchir, sans observer. Et moi, vu que j'observais, que je me baladais souvent, enfin beaucoup en forêt, j'observais bah, qu'il n'y avait pas d'arbres fixateurs en azote en forêt et que pourtant tous les ans ça donne des châtaignes, ça donne des glands, les aubépines donnent des sénètes. Donc je me dis mais pourquoi vous voulez absolument foutre des arbres fixateurs d'azote dans tous les bouquins qu'on pouvait trouver de Dave Jack ou à l'époque c'était Patrick Whitefield qui avait fait le premier bouquin sur la forêt jardin. Et ensuite, c'était Martin Crawford. Ils invitaient tous à faire de la collectionnite de trucs rares, vaguement comestibles. Et donc, bah, comme eux, je collectionnais tous ces trucs. J'essayais de chercher la perle rare. Et puis, c'était, on va dire, déception sur déception de m'apercevoir que on n'a pas oublié les poires, on n'a pas oublié les pommes, on n'a pas oublié les framboises. Mais par contre, il y a plein de fruits. Si on les a oubliés, bah, c'est parce qu'ils n'étaient pas intéressants, quoi. Et donc, je me retrouvais à faire de la collectionnite de tout un tas de trucs farfelus, pas super bons au goût ou alors des fois même envahissant, hein, comme ouais, des plantes qui pouvaient s'avérer envahissantes en plus d'être pas bonnes. Là, je pense au rumex, à l'oseille rouge, là, le rumex qui non seulement est dégueulasse, la plante est jolie à l'aspect, mais alors au goût, c'est pas bon. Enfin, c'est pailleux, c'est sec, il y a une âpreté, alors qu'on a des plantes similaires, enfin en tout cas l'oseille verte, l'oseille commune en fait est une plante vivace qui va très bien, il n'y a pas besoin de s'emmerder avec l'oseille rouge. Et par contre l'oseille rouge, elle est carrément envahissante quoi. Si t'en mets une fois dans ton jardin, tu risques d'en retrouver partout. Donc voilà, ça a été plein de déboires en fait, de faire des recherches, de faire des recherches là-dessus, jusqu'au jour où j'ai un stagiaire qui m'est rentré dans le lard et qui m'a dit ouais la forêt nourricière. La forêt, ouais, mais enfin, nourricière. Et puis il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a fait, sois honnête, tu vas manger quoi ce soir? Tes trucs farfelus, là, tes culs de rania, tricuspis, machin, ou tu vas manger comme tout le monde des trucs qui viennent du supermarché. Et il tapait dans le mille, parce que c'est vrai que bon, je mangeais pas beaucoup au supermarché, mais je mangeais surtout du pain qui était produit par un voisin, je mangeais du fromage qui n'était pas produit par moi, je mangeais plein de choses qui étaient pas, que je pouvais pas produire, en fait. Et j'ai fait un burn-out en 2014-2015 en me disant, merde, en fait, le concept de jardin-forêt, c'est une roublardise, ça marche pas, en gros. Et ouais, forêt comestible, jardin-forêt, forêt cultivée. Donc j'étais déprimé, puis surtout j'avais une pépinière qui était remplie de toutes ces plantes farfelues dont du coup je savais plus quoi foutre parce que je suis quelqu'un d'honnête et donc quand les gens me demandaient mais ça c'est vraiment intéressant le cocotier du Chili, bah, j'étais obligé de leur dire maintenant ça va donner des fruits dans 100 ans, ouais, ça peut mettre 100 ans à donner des fruits un cocotier du Chili même plus. Et donc du coup bah j'étais plus capable de vendre les plantes que je vendais dans ma pépinière. Et, euh, et puis voilà, ça a été un espèce de décantation. Et c'est une nuit que vraiment j'ai tilté, j'ai fait mais non, mais c'est pas le jardin-forêt qui est nul, c'est la collectionnite de trucs farfelus. Il n'y a pas de recherche sur les jardins-forêts. Et en fait, t'es pionnier, donc maintenant, prends ça comme un background. Tu connais toutes les merdes qui servent à rien, tous les trucs qui c'est pas intéressant, que c'est envahissant. Là, tu peux dire à n'importe qui, ça je connais, et le mets pas dans ton jardin. Donc prends ça plutôt comme une force. Et maintenant, axe tes recherches sur comment tu peux faire de la culture multi-étagée à haut rendement, avoir les meilleures variétés de pommes, de prunes, de pêches, de poires, de raisins, que tout ça ce soit très résistant aux maladies. Alors, bien conscience des pollinisations pour que ça produise beaucoup de fruits. Et puis ensuite, fais des tests de voir si tu peux faire grimper des chayotes dans les arbres et puis faire courir des patates douces au pied. À partir de combien de taux de lumière il y a besoin pour que la patate douce, elle te donne quand même des patates? Est-ce qu'il y a des plantes qui passent vraiment bien à l'ombre ou à mi-ombre qui restent productives? Donc ça, c'était un champ qui était super intéressant et à l'époque, je me suis senti mais vraiment seul au monde à faire ça, quoi. Les rares qui parlaient de jardin-forêt refaisaient de la collectionnite comme moi, à essayer de découvrir les trucs farfelus. Et je dois bien dire que ben, même maintenant, en 2024, je pense être tout seul à faire ces recherches. Et il y a eu le Bec et Loin qu'on fait une étude sur le jardin-forêt où ça s'approchait un petit peu de ça. Mais je vois bien qu'il ouais, n'y a pas grand monde, que je suis un peu en hors des sentiers battus. Et d'ailleurs, avec mon regard qui est très critique à dire
ouais, la, le point de vue que j'ai hein, sur tout ce qu'on colporte dans tous les bouquins, dans les livres, j'ai un regard qui est hyper critique et c'est le même regard que j'ai envers moi en fait. Hein, que ce regard, il est critique autant envers ce que je fais que ce que les autres font. Mais du coup, je me suis pas fait que des copains dans le monde des jardins-forêts parce que je dis des choses où j'ai tendance à débunker ce que racontent les autres. Donc, je vois bien que des fois, en dessous de mes vidéos, il y a des commentaires pas très sympas parce qu'en fait, ils se sentent un petit peu euh, mis à nu, enfin, en tout cas, confrontés en fait par mes propos quand je dis que les arbres fixateurs d'azote, toutes les études qui ont été faites sur les arbres fixateurs d'azote ont démontré que ça n'avait pas d'intérêt, même pour la production de bois d'œuvre, en fait, en gros, tu perdais de l'espace en mettant des arbres fixateurs d'azote pour faire pousser les voisins plus vite, bah, mieux valait mettre la même variété de noyer cendré pour faire du bois, de la ronce de noyer, bah, mieux valait en gros, si je prends cette étude, là, en gros, ils ont démontré, les Anglais, que tu pouvais avoir 15% de plus de pousses grâce aux arbres fixateurs d'azote. Donc, en gros, sur une parcelle de 10 hectares, tu vas mettre, je sais pas moi, 400 noyers, et puis tu vas mettre 400 aulnes d'Italie, donc un arbre fixateur d'azote. Et, euh, et donc, du coup, ça a fait 15% de pousses de plus sur les noyers. Bah, et donc, du coup, tu fais un fois 0,15. Donc, si les arbres faisaient 10 mètres, ils font 11 mètres 50. Quoi. Hmm. Ouais, mais en même temps, tu as divisé ta parcelle par deux en surface parce que tu as mis la moitié d'arbres qui se vendront pas et qui servent à rien. Enfin, l'aulne d'Italie, c'est du bois de chauffage, tu vois, t'en feras rien d'autre. Ou vaguement du bois d'œuvre, mais qui a rien à voir avec la ronce de noyer. Donc, du coup, ben, quand tu as fait x 0,5 pour ensuite faire x 0,15, ben, tu as juste perdu 0,35 de production. Et cette étude, non seulement elle a montré que pour le bois d'œuvre, c'était pas intéressant, mais en plus de ça, on produit que du bois et, euh, et sachant que l'azote, ça fait pousser le bois et le feuillage. Alors que nous, quand on fait de la forêt nourricière, on veut du fruit et c'est plutôt la potasse et le phosphore. Et là, il n'y a eu aucune étude. Et donc, ça, voilà, ça démonte complètement cette croyance de mettre des arbres fixateurs d'azote. Le seul qui a vraiment un intérêt dans tous les arbres que j'ai pu goûter dans les arbres fixateurs d'azote, c'est le caroubier. Mais à part chez vous, en Vendée, où ça peut passer, c'est un arbre qui est peu rustique, qui claque à peu près à -5, donc du coup, on peut pas le mettre partout en France. Et après, tout le reste, les argousiers, les arbres au pois, les karaganiers de Sibérie, et, une fois que tu as goûté le truc une fois, t'en manges une fois, t'en manges plus, quoi. Donc voilà un peu ce que mon background, enfin ce qui m'a amené à faire ces recherches et une passion pour essayer de me réautonomiser. Et, euh, et puis le fait de faire quelque chose qui ait du sens, j'avais vraiment besoin de. Il y a une part de moi qui était très blessée dans mon enfance liée à la dyslexie et à tout un tas de tourments que j'ai vécu quand j'étais petit, qui en fait était hyper mélancolique. Mais alors, et donc du coup, face à cette mélancolie, il fallait que ma vie ait un sens parce qu'autrement, Hmm. vendre mon corps à la société de loisirs et de consommation, enfin moi, si c'était juste pour me payer des week-ends, essayer d'avoir une voiture ou des vacances, la vie avait pas de sens. Donc j'avais un côté hyper dépressif, hyper défaitiste. Et il y a qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire quelque chose qui vraiment, au fond de moi, je sentais que ça avait du sens, quoi, que j'étais en train de faire quelque chose que peu de gens avaient fait et qui était vraiment nécessaire aux générations futures. Donc voilà, j'avais l'impression d'avoir une mission, un peu comme si j'étais Gandhi ou Nelson Mandela, et de me dire que je suis là pour quelque chose d'important, quoi. Génial, 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 mais c'est hyper intéressant. Et justement, toi, ce moment où justement tu t'es mis à prendre, disons, la parole et partager, toi, ta vérité et ta vision des choses, et que tu t'es heurté du coup à différentes réactions, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on ose prendre la parole, surtout quand on sait que ça va pas faire plaisir à tout le monde? Est-ce que tu as eu un déclic à un moment pour disons, où tu as toujours été comme ça, à partager spontanément ce que tu vivais. Moi, je faisais chier tout mon entourage. Moi, je pouvais te niquer un Noël en deux phrases, quoi, tu vois. Donc, j'avais aucun problème à me prendre la parole. En fait, j'étais hyper blessé au fond de moi. Et tu sais, un peu comme quand on t'a traité de con pendant toute ton enfance, ce qui a été le cas pour moi, en fait. Du coup, j'avais vraiment une colère contre toute l'humanité. Je voyais vraiment toute l'humanité comme une grosse bande de cons, en fait. Hmm. Et que du coup, j'avais absolument pas peur de rentrer dans l'art des gens. J'avais le don de mettre les nerfs en plot des autres, quoi.
Et, euh, et donc, du coup, j'avais un regard qui était confrontant. Et donc, du coup, bah, tu sais, quand tu viens piquer les autres, en général, les autres te piquent. Donc, c'est hyper évolutif, tu vois, parce que quand tu oses, finalement, dans le fond, attaquer, confronter, mettre à nu les choses, bah, les autres, forcément, ils t'attaquent, ils te confrontent, ils te mettent à nu. Et donc, du coup, ça te fout le doigt dans toutes tes incohérences, dans tout. Tu vois, moi, je me souviens de prôner dans les années 2000 à l'époque, en banlieue parisienne, tu vois, j'étais tout seul, mes potes s'en foutaient, mes parents s'en foutaient, toute ma famille s'en foutait, tout le monde se foutait de l'écologie éperdument, quoi. Et je me souviens d'écouter l'hymne de nos campagnes de Trio, et puis de découvrir le café Max Havelaar, tu sais, le, ouais, non, ça te dit rien, le café Max Havelaar, c'est le commerce équitable, c'était le début du commerce équitable. Et moi, je buvais pas de café, mais tu vois, je prenais le commerce équitable et puis l'écologie, mais c'était juste de la surface, en fait, tu vois, j'essayais de convaincre les autres. Mais moi, je faisais pas grand-chose, tu vois. Déjà, je buvais pas de café, donc je pouvais pas acheter du café Max Havelaar parce que j'en buvais pas. Mais je me souviens un jour de me retrouver chez un gars qui, lui, était écolo, avait fait sa baraque, produisait ses légumes. Et puis, il me pose gentiment la question et qui me fait, et toi, du coup, à part essayer de convaincre les autres, qu'est-ce que tu fais pour les... Est-ce que tu pratiques au moins ce que tu enseignes? Enfin, tu vois, ce dont tu parles, là, ton écologie, elle est où? Et là, ça m'a fait, ah, tu vois, je faisais les foires bio avec ma copine, on installait les toilettes sèches sur des foires bio. Et donc, je marquais des slogans du genre les deux tiers de l'humanité manquent d'eau potable et toi, tu pisses et tu chies dedans. Et donc, c'était, tu vois, je marquais ça sur les chiottes et donc un peu véloce, un peu agressif, quoi. Et je me souviens de ma nana qui me dit, bah, en fait, moi, je suis un peu gêné par ton slogan, là, parce que nous, on n'a pas les toilettes sèches à la maison, quoi. Hmm. Et là, je me suis dit, mais elle a raison, quoi. Hmm. Et donc, du coup, je peux pas dire que j'ai eu un déclic de parler au monde, c'est plutôt que changer ma façon de parler au monde. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu rentrais dans l'art des gens, que tu essayais de les convaincre, tu développais juste leur capacité mentale à trouver des parades, des justifications. Tu faisais que renforcer leur système à essayer de rendre cohérent ce qui ne l'est pas, tu vois. Et, euh, et quand j'ai réalisé, mais en fait, moi, tous les gens qui m'ont convaincu, c'est pas des gens qui ont essayé de me convaincre en fait. Tous les gens que j'admire là dans le monde de l'écologie, c'est des gens qui pratiquent, mais qui m'ont pas dit, Franck, arrête de pisser et de chier dans l'eau potable. Franck, mange bio, local, produit ce que tu vois. Personne me donnait des leçons et ils venaient me donner des leçons. Et moi, j'avais ce tempérament casse-couille à vouloir donner les leçons aux autres. Et, euh, et donc, ouais, je pense qu'il y a une part de moi, vu que j'étais dyslexique, qui est pédagogue dans le fond, parce que vu que j'arrivais pas à comprendre ce qu'on me racontait à l'école, ma seule façon d'arriver à mémoriser et à intégrer les choses, c'était de me traduire ça, de me faire un cours à moi-même en fait, tu vois, je devais m'expliquer, donc je passais mon cerveau passait son temps à essayer d'expliquer le truc de plusieurs façons différentes. Et quand j'étais capable de l'expliquer, d'ailleurs c'est un dicton suédois qui dit tu t'arrives pas à un truc, explique-le aux autres et tu verras quand tu arriveras à l'expliquer, c'est que tu auras compris le truc. Et je crois que c'est une gymnastique que je faisais depuis tout petit, en fait. Et, euh, et donc, ouais, on pourrait dire que ça, il y a pas eu un déclic de, tiens, qu'est-ce qui a libéré ma capacité à parler au monde, à parler aux autres? C'était plutôt qu'est-ce qui a libéré mon cœur de toute cette colère, de toute cette fureur pour me mettre, bah déjà à partager plutôt mon enthousiasme et mes découvertes, et des fois parfois mon regard critique, mais de le partager gratuitement sans rien attendre, quoi. Et puis de voir que ceux qui sont attirés par ça, eh ben, ils viennent. Et puis ceux qui sont pas attirés par ça, bah ils viennent pas, ou alors ils viennent faire un petit commentaire. Mais souvent les commentaires c'est constructif. Tu sais, c'est un peu comme un chien et quand il vient pisser sur ta porte ou sur tes bottes, en fait c'est de l'urine. Si tu sais la récupérer, c'est de l'engrais pour ton jardin, quoi. Hmm. Même quand on vient pisser sur tes bottes, en fait, on peut toujours transformer le plomb en or, quoi. Hmm. Et donc voilà, il n'y a pas eu vraiment de déclic pour aller vers l'autre, en fait, je le faisais naturellement. Par contre, il y a eu vraiment un déclic de ça sert à rien d'essayer de convaincre les autres. Ça sert à rien de leur rentrer dans l'art. Plus t'es négatif, plus tu renvoies du négatif. Enfin, plus t'es en colère, en fait, et plus tu génères de la colère que tu vas te prendre comme un boomerang. Et plus, bah, t'es enthousiaste et plus t'es critique, et ben, plus tu vas recevoir l'enthousiasme des autres et les critiques des autres.
Mais Mm. les critiques, c'est constructif. Enfin, il y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Donc, du coup, la critique, c'est de l'évolution, quoi. C'est comme nous, nos excréments, c'est de l'engrais. Et on en fait tous les jours. Donc, refuser les critiques et les conflits, c'est comme refuser les excréments ou les épluchures de patates qui ont permis à faire ton plat, quoi. Mm. Ce qu'il faut, c'est savoir composter ça et transformer le plomb en or pour que, voilà, pour qu'il y ait pas, pour que le jour soit égal à la nuit et que la nuit soit égale au jour et que les petites choses soient égales aux grandes. Et Mm. Et toi, justement, ces découvertes, cet enthousiasme que tu as, quelles sont les découvertes qui t'ont émerveillé et les choses qui t'ont oui, fait avancer dans le domaine des jardins-forêts, notamment sur le côté très plus productif, le fait de vouloir optimiser, essayer de moins perdre de temps. Tu parlais des différentes erreurs qu'on fait au départ. je vais À répondre en deux phases. Je vais répondre à ta première question, c'est qu'est-ce qui m'a émerveillé, qui n'a rien à voir avec la deuxième partie que tu veux me faire dire, qui serait qu'est-ce qui m'a amené à faire, à être plus productif. Donc moi, ce qui m'a émerveillé quand j'ai découvert Gérard Ducerf et la bioindication végétale, c'est le fait que toutes les mauvaises herbes, en fait, elles poussaient, elles avaient une raison d'être, et que c'était des plantes qui exprimaient la façon dont le biotope a été plus ou moins maltraité, et que les communautés de plantes qu'on allait trouver sur un biotope montraient un peu son équilibre, que ce soit les communautés de plantes qu'on va trouver dans une forêt ou dans une prairie, en fonction de ce qu'il y a de plantes et d'animaux d'ailleurs, hein, d'animaux, de bactéries, de champignons, tout l'écosystème. Ben, plus l'écosystème était biodiversifié, plus il était stable et de m'apercevoir en fait que les mauvaises herbes, les saloperies, elles étaient toujours là pour quelque chose. Donc que dans l'absolu, il n'y avait pas de mauvaises herbes. Bon, dans les faits, il y en a quand même des mauvaises. Le liseron, si tu le laisses pousser dans ton jardin, j'en vois plein hein, qui commentent des fois mes vidéos et qui disent, moi, le liseron, bah, je le laisse faire. Ok, tu manges chez tes parents, non? Ou tu manges au supermarché. Parce que si tu veux vraiment te nourrir, le liseron, si tu le laisses envahir ton jardin, à la fin, t'as que du liseron, t'as plus de tomates, il va tout étouffer, quoi. Et, euh, et donc, c'est un petit peu comme Macron, quoi. On va dire que le liseron, c'est fait partie des parasites, des plantes qui peuvent être parasitaires et nuisibles, invasives, et que si tu les laisses prendre la place avec leurs copains et leurs copines, ben, après, faut pas t'étonner que le biotope perde en biodiversité donc voilà, ce qui m'a émerveillé, c'était ça, c'était de découvrir la complexité de la vie, de découvrir à quel point les parasites des plantes, tu t'aperçois souvent que le parasite, il est en symbiose avec la plante, que en gros, les deux peuvent pas vivre l'un sans l'autre, quoi. Si on prend le sphinx du tabac qui bouffe le tabac dans les déserts en Amérique du Sud ou en Mauritanie, bah, en fait, ce sphinx du tabac, c'est un des seuls papillons de nuit qui peut polliniser la nuit. Et en fait, le tabac glauque, eh ben, il fleurit la nuit, tu vois. Donc, c'est tout un espèce de micmac où le tabac, il va produire de la nicotine pour essayer de faire fuir les criquets et toutes les bestioles qui vont le bouffer. Sauf que lui, le sphinx du tabac, il adore la nicotine parce qu'il s'en sert pour se protéger, pour pas se faire bouffer par les oiseaux et les autres insectes. Donc, il devient toxique grâce en fait à la toxine du tabac. Donc, dès que le tabac repère qu'il est envahi par ce papillon, il s'arrête de produire de la nicotine pour que l'autre devienne mangeable par les animaux. Et il va développer mais mille et une stratégies. Il va faire des petites sucettes sucrées qui lui donnent envie de les bouffer plus que les feuilles, pour ensuite que le sphinx, ses excréments donnent une odeur qui vont attirer les fourmis, les lézards et tout un tas de prédateurs. Et vu qu'il a plus de nicotine, et ben du coup, il se fait bouffer par les autres bestioles, quoi. Et tu t'aperçois que derrière, à la fin, le tabac, il en a merde parce qu'il a plus son pollinisateur. Et tu t'aperçois que c'est je t'aime moi non plus. Enfin, tu vois, je t'aime, je te hais, je te déteste. Et c'est souvent quand on découvre un peu la phytosociologie, on s'émerveille de voir la complexité du truc. C'est une véritable cathédrale de complexité, comme nous, comme notre corps, comme tout le reste de la vie, hein. On peut Mm. s'émerveiller d'observer une araignée. Et une araignée, c'est d'une complexité, que ce soit ses pattes, son système de reproduction, sa façon de, ses toiles, ses stratégies
de chasse. Donc tout le monde est une véritable merveille de complexité et que nous, on arrive souvent comme des gros bourrins avec nos cheap cheats anti-insectes, anti tout, quoi. Euh, donc c'était ça, en tout cas ce qui m'a émerveillé. Donc ça répond à ta première question. Ensuite, qu'est-ce qui m'a amené à vouloir aller vers le productif et le facile d'entretien? Là, par contre, c'est pas du tout de l'enthousiasme, c'est plutôt euh, du stress, tu vois. Donc c'est plutôt une tension désagréable qu'agréable. C'est pas un truc qui me tire vers l'avant, c'est plutôt un truc qui me pousse par à coups de latte par derrière. C'est qu'en fait, bah, j'ai pas beaucoup de temps, donc j'étais bien obligé si je veux pouvoir écrire mes livres et puis gérer le site internet et puis aller faire les designs chez les gens et puis faire mes formations et puis bah, le jardin, je peux pas y passer 800 ans, quoi. Je peux passer mon temps à faire de l'épilation de mauvaises herbes. Et donc, du coup, bah, c'est ça qui fait que j'ai commencé à utiliser les bâches tissées, les bâches plastiques, et puis surtout d'accepter le compromis de l'incohérence. Tu vois, j'ai fait une vidéo sur YouTube où j'explique comment éliminer toutes les mauvaises herbes qui t'embêtent, donc les chiens-dents, les liserons, euh, les renonculacres et autres plantes qui sont vraiment très difficiles à éradiquer et qui pourrissent toutes tes cultures si tu fais du jardinage. Donc j'ai expliqué comment, en mettant des bâches comme ça, tu fais des associations de plantes rampantes, comme la patate douce, comme les courges, comme les haricots rames, et puis tu peux rajouter du maïs, de la poire de terre en bordure, quoi, tu mets tout ça en bordure, et ça te permet pendant 3 4 ans de produire plein de légumes sur la bâche, tout en faisant en sorte de faire crever toutes les herbes qu'il y a en dessous. Ensuite, l'année d'après, tu repars avec un engrais vert et tu vois, tu retravailles un peu ton sol, que ce soit avec une grelinette ou un motoculteur, tu ressèmes un engrais vert très dense pour finir en fait d'étouffer un peu toutes les plantes et tu repars sur un sol, on va dire, qui est propre pour une culture, que ce soit pour planter des arbres ou un potager, quoi. Et il y en a plein qui m'ont dit, oh l'autre, il utilise de la boîte plastique, c'est pas de la permaculture. Euh, alors je leur répondais, et toi, ton commentaire, tu l'as fait sur un ordinateur en bois, tu fais comment pour être cohérent, gars? Parce que si tu veux vraiment avoir aucun impact sur Terre, faudrait que tu te suicides avec une corde en chanvre au-dessus d'un tas de compost et en espérant qu'on ne te trouve pas, parce qu'autrement, si on t'incinère, c'est fini. Bill Bonison et Saint-Pierre, ils vont t'attendre pour te faire payer la taxe carbone de ta mort. Et donc, du coup, enfin, on peut pas s'en sortir dans cette société de loisirs en consommation. Si tu veux être cohérent, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas. Donc là, si on veut faire un monde meilleur, faut obligatoirement faire des compromis. Et alors, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, mais pourquoi tu n'utilises pas de la paille plutôt que ta bâche? Bah, déjà parce que la paille, ça marche pas, hein. Et puis parce que la paille, elle est faite avec quoi? Avec un tracteur qui utilise quoi? Du pétrole. Et la bâche, elle est faite avec quoi? Avec du pétrole. Sauf que ma bâche, elle dure 30 ans, alors que ta paille, elle dure même pas un an et ça marche pas. Donc du coup, ça marche pas ton truc de paille. La paille, c'est pas écologique pour le jardin, c'est un autre compromis foireux en fait la paille. Donc on pourrait faire ça avec du foin que tu ferais toi-même avec ta faux quoi, tu vois. Mais à ce moment-là, ce serait du foin. Et le foin, le principe du foin, c'est justement il y a des graines dedans quoi. Donc tu mulches avec un truc plein de graines, tu fais un semis pour l'année d'après. Donc t'as pas du tout l'effet que voulu qu'était de nettoyer le terrain. Et puis face à du liseron, de toute manière, tu pourrais mettre un mètre de broyat, le liseron, il passerait à travers le mètre de broyat sans aucun problème, quoi. Donc voilà, je me suis rendu compte que sans compromis, en fait, on pouvait rien faire. Donc au début, j'étais un peu comme eux, j'avais un comportement un peu extrémiste, quoi. Je voulais la perfection de l'écologie parfaite, et puis j'étais en colère contre l'humanité, que je voyais vraiment la race humaine comme un parasite. Et puis bah, petit à petit, c'est vachement adouci de me rendre compte que, ben, en fait, si tout conspire à nous amener finalement à avoir ce comportement ce parasitaire, c'est peut-être prévu dans le programme du vivant, la vie qui a été capable de nous créer dans toute notre complexité. On s'aperçoit qu'elle a créé les sociétés civilisées aux quatre coins du monde, hein, que ce soit chez les Chinois, chez les Olmecs, les Chichimecs, et partout, ça s'est structuré en sociétés complexes et ils se sont foutus sur la gueule pour savoir qui c'est qui était le plus fort, qui avait de l'énergie, et de l'invention de l'arc à l'arbalète à la bombe nucléaire. Tout ça, c'est un processus de croissance et d'évolution, même si c'est un peu, un peu que ça casse tout. Il y a quelque chose, il y a un programme qui est de l'ordre de l'intelligence derrière ça. Et que cette compétition qu'on va trouver entre les plantes et entre les êtres humains, elle n'est pas là pour rien non plus, quoi. Donc voilà, je me suis un peu détendu le string, comme on dit. C'est un peu assoupli mon point de vue extrémiste et ma vision du monde qui était très dualiste à l'époque, hein.
voyais qu'il y avait un bien, c'était le comportement des chasseurs-cueilleurs qui sont, eux, en harmonie avec l'environnement. Et puis, il y avait le mal, c'était nous, l'homo petrochimicus d'élevage. Et en cours de route, quand je me suis aperçu que eux, ils étaient émerveillés par notre technologie et nos trucs, et qui, eux, ils ont pas un regard négatif, ça les fait chier de disparaître juste, mais ils sont pas emmerdés, enfin, ils pas emmerdés par le fait qu'on utilise des avions c'est la seule chose, c'est qu'on fait pas ça en conscience. C'est ça qui les gêne en fait. Mais eux, dans le fond, ont rien contre notre technologie. Donc du coup, je me suis dit, mais on, en fait, ça sert à rien de pisser du vinaigre. Ce qu'il faut, c'est faire un monde meilleur à notre échelle, à notre niveau, de faire ce qui nous donne du sens et de lâcher prise sur tout ce qui nous échappe, comme disait Marc Aurèle. Il disait, enfin, je sais plus, il parlait à Dieu, il disait donne-moi la force de pouvoir changer ce qui peut être changé et euh, la patience ou je sais plus quoi d'accepter ce qui ne peut pas être changé et l'intelligence et la sagesse de pouvoir faire la différence entre les deux. Et c'est vrai que moi, Elon Musk, je le porte pas dans mon cœur, mais je peux pas l'empêcher d'envoyer ses satellites. Ce serait peut-être bien que je lâche prise et que je me dise, bon, la 5G, je vais me la taper. De toute manière, je vais pas aller couper les poteaux avec ma scie à métaux. Donc, lâche prise là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire, en fait, dans ce schmilblick, qu'est-ce que tu peux faire? Et je m'aperçois que bah, faire ces petites associations botaniques, faire mes recherches, faire mes petites découvertes, eh ben ça m'émerveille et ça met un petit peu de douceur dans ce monde de brut, quoi. Hmm. Et justement, pour aller vers un monde meilleur, pour toi, est-ce que ça passe par de meilleures synergies humaines également? Comment est-ce que on peut aller, on pourrait tendre pour toi vers ce monde meilleur, que chacun se Ouais. recentre un peu sur soi et ce qu'il fait rêver? Ça aussi, ça a été une autre grosse découverte. En fait, c'était de me rendre compte que tout était parfait, qu'il n'y avait pas de cons sur Terre, qu'il n'y avait pas de gens mauvais, que personne n'était plus mauvais que personne, que les gens gentils étaient à peu près aussi malades et déséquilibrés que les gens méchants, et qu'une personne juste, elle est ni gentille ni méchant, quoi. Que les gentils, enfin la gentillesse en fait fabrique la méchanceté. J'ai rarement vu des gens qui espéraient être quelqu'un de con, d'aigri, d'agressif, d'égoïste. En général, quand on écoute ces personnes-là, elles disent bah, entre les baiseurs et les baisers, bah, moi j'ai choisi mon camp, je préfère être un baiser plutôt qu'un baiser. Mais dans le fond, ce que j'aurais voulu, c'était la justice. Mais vu qu'on m'a donné que le choix entre un de camp, bah, j'ai juste choisi le camp de ceux qui s'en prennent moins. Donc c'est très. Alors que j'ai vu beaucoup de gens qui rêvaient d'être quelqu'un de gentil. Tu vois, parce que depuis tout petit, on nous le dit, on nous ordonne d'être gentil, on nous conditionne à la gentillesse. C'est comme ça que notre société d'esclaves fonctionne. En fait, sans gentillesse, si les gens étaient justes et droits, il n'y a plus de Macron, il n'y a plus de capitalisme, il n'y a plus de, tu vois, il y a que de la conscience et de la responsabilité. Et donc, du coup, la gentillesse, pour moi, euh, c'est une double violence parce que les gens gentils, ils commencent à être injustes déjà envers eux-mêmes. Ils mettent de côté leurs besoins fondamentaux pour que ça se passe mieux pour l'autre. Donc, tu vois, quelqu'un de gentil, quand elle va pas être agressive, elle va pas dire, oh, tu me gonfles là, tu exagères pas, t'arrêtes. Non, la personne gentille, elle donne, elle est gentille, elle est généreuse. Puis, si t'exagères avec elle, t'exagères, tu prends. À un moment, elle va dire par derrière, ah, t'as vu, il prend tout, hein, il est vraiment égoïste, hein. Ah oui, mais attends, mais si t'as pas mis de barrière à ton château, faut pas t'étonner que les sangliers rentrent dedans et retournent ton jardin. Enfin, je veux dire, c'est pas la faute aux sangliers, c'est la faute au pas de barrière. Et alors, la première violence, c'est ça, c'est quand on est gentil, c'est de se frustrer soi, de se brimer, de se limiter soi pour le bénéfice de la relation. On va dire, on va mettre nos objectifs et tous nos besoins de côté pour maintenir la relation. La deuxième violence, c'est ensuite de croire qu'on est dans le bon camp. Et donc, du coup, de vouloir faire culpabiliser l'autre, que celui, il est mauvais, en fait. Euh, et, euh, et ça a pour effet que face à une personne, enfin moi je l'ai déjà vécu en fait, hein, de me retrouver. Si tu es face à quelqu'un de, on va dire, de méchant, d'égoïste, tu viens, tu essaies de chercher une relation juste avec la personne, et tout de suite tu vas te confronter à sa méchanceté, son égoïsme. Bon, avec quelqu'un de gentil, tu vas avoir du mal en fait à t'apercevoir que là il y a un comportement déséquilibré, c'est qu'il va donner plus que toi tu donnes et qu'il va toujours créer une dette
envers l'autre en étant plus gentil, plus généreux, en prenant plus sur lui, en fait. Donc, quand tu cherches à faire du win-win, du gagnant-gagnant, avec quelqu'un qui ne veut pas faire du gagnant-gagnant, qui veut être dans une posture où il donnera plus, et ben, tu t'aperçois que la seule manière, c'est comme avec le méchant, la seule manière qui va te permettre de ramener de la justesse, c'est de dire, écoute, on se sépare là, on s'éloigne, et moi, je veux être dans un échange gagnant-gagnant, et pas dans un échange où je prends plus que je donne, et quand j'ai envie de donner, et ben, l'autre sait pas recevoir et en veut pas de ce que je donne, en fait. Et donc oui, moi pour moi en fait, il peut pas y avoir un monde meilleur sans un monde meilleur déjà à l'intérieur de soi. Et ça s'appelle sortir de la dualité, sortir des croyances qu'il y a quelque chose de bien dans le monde et quelque chose de mal, et s'apercevoir que tout est équanime, que tu vois les bonbons c'est deux fois bon, mais c'est pas bon pour les dents. Et si tu prends du jus d'artichaut, c'est amer, c'est dégueulasse, mais c'est bon pour le foie. Donc tu te rends compte que ce qui est pas bon, bah en fait c'est bon, et puis ce qui est bon, bah en fait c'est pas bon. Et tu te dis merde, alors ça sert à quoi d'avoir deux mi-directs si c'est bon ou pas bon, alors que les deux finalement on a que du gris quoi. Ça sert à quoi de caricaturer blanc et noir alors qu'en fait on s'aperçoit que tout est gris. Et ben en fait c'est les bases de l'esclavagisme. Et quand on guérit nos blessures intérieures, c'est ça qu'on découvre en fait. On découvre qu'à chaque fois qu'on s'est mis en colère, c'était pas pour faire du mal, c'était simplement parce que quand tu marches sur la patte de ton chien, tu vas voir, il va grogner normalement. Et à un moment, il va te mordre pour te faire comprendre, tu me fais mal, je te fais mal. Et donc que c'est pas injuste quoi. Et que les parts de nous qui nous amènent à nous soumettre et à être gentils, ben c'est parce que petit en fait, si on osait tenir tête, on risquait de se faire briser. Donc on a appris des stratégies de survie qui sont de se soumettre, d'être gentil, et que souvent, au bout d'un certain temps, ça nous emmerde. Enfin, on en a marre de se faire envahir par les autres et de, de, des injustices qu'on subit quand on est quelqu'un de gentil et de soumis. Et qu'en fait, cette part de moi qui m'amène à me soumettre, bah, c'est pareil, elle veut que du bien, en fait. Que dans tous les cas de figure, que tu essayes, enfin, que tu sois agressif et violent ou que tu sois gentil et peureux, c'est des parts de toi qui t'amènent à faire ça, c'est ton subconscient qui te dirige en fait, et que c'est pas, elles veulent que du bien, mais c'est des gamins maladroits en fait. Et de se rendre compte, oh là là, mais toute la haine que j'ai pu avoir contre moi, parce que moi j'étais plutôt bagarreur quand j'étais petit. J'ai un grand frère qui m'a maltraité, donc du coup j'avais appris à me battre avec plus grand que moi, quoi. Et je me laissais pas faire, on va dire. Donc j'avais pas un tempérament gentil en fait dans l'absolu avec certaines personnes, mais avec d'autres j'avais un tempérament gentil et puis soumis. Et à la fois, je m'en voulais des fois d'être sorti de mes gonds et d'avoir été agressif. Et puis à la fois, je m'en voulais de m'être fait baiser, qu'on ait exagéré de moi. Donc dans tous les cas de figure, j'étais en colère, quelle que soit ma stratégie, j'étais en colère contre moi, en fait. Et quand j'ai réalisé que ben, c'était que des petits bouts de chou en moi qui étaient piégés dans le passé et qui tiraient la couverture du côté du lit en submergeant par leurs émotions, donc tantôt avec de la colère, tantôt avec de la peur et de la soumission, bah, je me suis rendu compte, mais en fait, mais tout est parfait, en fait. C'est juste l'inconscience enfin, c'est comme si l'obscurité, elle est complètement parfaite. C'est juste l'absence de la conscience, de la lumière de la conscience qui fait que, ben, il y a de l'obscurité, mais et elle est pas là pour rien, en fait. Si tu mets un verre au bord de la table et que tout le monde est aveugle dans la maison, faut pas t'étonner que les verres, ils cassent. Tu vois, c'est pas une injustice, c'est juste parce qu'on est tous aveugles et qu'il y en a un qui fout les verres au bord de la table. Tu les foutrais au milieu de la table, ben, du coup, il y aurait pas de verre cassé. Ou alors, tu mettrais des gens pas aveugles et vigilants, tu pourrais mettre des verres au bord de la table, il y aurait des verres pas cassés. Mais dans tous les cas de figure, ce qui se passe, c'est juste. C'est pas une injustice, il y a pas de méchant, d'un truc, d'un espèce de Satan qui aurait programmé le merdier, quoi. Non, le merdier, il est inhérent à l'absence de conscience, en fait. Et que la seule chose qu'on puisse faire pour guérir nos blessures intérieures et pour guérir ce monde, c'est la conscience. C'est la seule issue, quoi. Hmm, Il n'y en a pas d'autres. hmm. On arrive à la fin du temps dont on dispose globalement aujourd'hui. Je vais te poser la question rituelle. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message? Moi, ce serait prends soin de toi, en fait. Parce que tu es la seule personne habilitée à le faire sur Terre. Tu es la seule personne qui peut vraiment avoir un pouvoir sur toi.
alors que tu n'en as aucun sur les autres, hein, mais si tu veux faire un monde meilleur, occupe-toi de toi, en fait, fais un monde meilleur à l'intérieur de toi. Commence à faire un jardin d'Éden à l'intérieur de toi. Va voir un peu les mauvaises herbes qui poussent dans le jardin. C'est des plantes bio-indicatrices qui te disent juste ce qui s'est passé dans le sol de ton cœur dans le passé et que le fait d'accueillir ces plantes pour ensuite comprendre vraiment bah, quels besoins, dans le fond, elles essayent de combler, c'est ça qui fait qu'on peut les remplacer par des plantes plus adaptées, peut-être plus fleuries, plus fruitières. Mais ouais, ce que j'aurais envie de partager, c'est ça, quoi. Prenons soin de nous en premier, parce que c'est, comme disait Gandhi, quoi, c'est soit le changement que tu attends dans le monde et qu'il n'y a pas il y a pas d'autre chemin, quoi. Ah, il disait, ouais, c'est montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de changer les autres. C'est la seule. J'adore j'adore ce slogan, quoi. Il y en a pas d'autre, en fait. Il n'y a pas d'autre façon de changer les autres que de se changer soi et de s'occuper de nous, en fait. Hmm. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ben, un grand merci en tout cas, Franck, pour tous tes partages. J'invite les gens qui nous écoutent qui trouveront dans le lien de la description du podcast le lien vers tes livres, ton association et ta chaîne YouTube où il y a vraiment enfin, c'est vraiment des pépites avec beaucoup, beaucoup d'informations utiles sur plein de sujets très importants et captivants. Et vous trouverez également le lien de la description du podcast, un lien pour soutenir le podcast et soutenir les plantations de forêts comestibles. Donc, un grand merci, Franck. Et, Merci à toi de créer cet événement et de faire ce que tu fais parce que tu participes à l'évolution des jardins-forêts, de l'approche de la culture autour des jardins-forêts. Donc, merci de faire ce que tu fais. ben, un grand merci et puis à bientôt pour un prochain podcast.